Et il est 14h, rebonjour, merci de nous accueillir avec Félicité Kindoki. Ça va Félicité? Toujours. Prête pour notre grand rendez-vous d'information du samedi après-midi. Vous connaissez la formule? Toujours, bien sûr. 14h, 17h, 3 heures pour nous poser, pour analyser, pour décrypter et bien évidemment pour débattre. Nos invités, je m'étais engagé, plateau féminin 100% durant ce 180 minutes info week-end, et c'est important en cette journée internationale du droit des femmes, et j'y tenais. Donc on accueille beaucoup de plaisir Hanan Bakioui, ravi de vous accueillir, secrétaire national du syndicat des commissaires de police national. C'est Thierry. Karim Abouik, fidèle au combien? Bonjour Thierry. Et nous accueillons avec beaucoup de plaisir Fahimeh Robiol, qui est enseignante à l'ESSEC et vice-présidente du Club France-Afghanistan. Oui, merci. Soyez la bienvenue, je suis ravi de vous avoir à nos côtés. On va prendre la direction des États-Unis. Félicité, Donald Trump dit observer les Européens depuis plusieurs semaines et s'inquiéter du risque d'une troisième guerre mondiale. Oui, ces propos ont été tenus hier lors d'une conférence de presse en fin de journée. Le président américain menaçait la Russie de sanctions si elle continue de bombarder l'Ukraine, ajoutant qu'il est plus difficile de négocier la paix avec l'Ukraine qu'avec la Russie. Donald Trump accroît la pression à quelques jours des négociations qui se tiendront en Arabie Saoudite. Fahimeh Robiol, quel est votre regard ? Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe à ce niveau-là dépasse largement à l'échelle européenne. Et qu'aujourd'hui, pour le moment, on ne le voit pas, mais l'Iran est également dans le panier des négociations. Et hier, Trump a envoyé une lettre pour dire que si vous ne négociez pas, vous allez voir ce que vous allez voir. Je voudrais revenir d'abord sur cette fameuse manifestation qui s'est déroulée hier soir. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées pour la marche féministe radicale de nuit. C'était une manifestation qui avait été interdite par Laurent Nunez. Je parle sous votre gouverne. Ma chère Célia, Laurent Nunez qui était l'invité de Pascal Praud hier, qui tenait à ce que cette manifestation n'ait pas lieu. Elle a eu lieu. On voit tout ça avec Hélène Charpie. Et pourquoi cette manifestation a eu lieu? C'est la question que je vais vous poser juste après, ma chère Célia. Des appels à l'intifada et des slogans violents anti-police. Les manifestations se voulaient pourtant féministes à la veille de la journée des droits des femmes. Mais dans un esprit de convergence des luttes, le collectif Urgence Palestine s'est invité au programme. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, avait pourtant interdit ce rassemblement. Je l'interdis pour des motifs simples. D'abord, c'est une marche féministe qui se veut elle-même radicale. Et effectivement, les collectifs que vous avez cités, notamment Urgence Palestine et Samidoun, ont appelé à participer à cette marche. Et donc je l'ai interdit de ce fait, puisque les dernières sorties du collectif Urgence Palestine ont comporté énormément de difficultés. Mais l'interdiction a été suspendue in extremis ce vendredi par le tribunal administratif de Paris, peu avant l'heure du rassemblement. La manifestation s'est terminée aux alentours de 22h à l'hôtel de ville, sans plus de violence, malgré quelques tags et dégradations dans l'espace public. Et même si notre équipe de reporters sur place a été expulsée du cortège par les manifestants, tout comme des confrères d'une autre chaîne de télévision. Alors, on a besoin de comprendre, ma chère Célia, pourquoi cette manifestation s'est déroulée alors que Laurent Nunez ne voulait pas qu'elle se déroule. Eh bien, le juge des référés du tribunal administratif a été saisi par 2 requêtes enregistrées le 6 mars dernier de la part d'abord des représentants de l'Assemblée générale féministe Paris-Banlieue et du collectif Insurrection Trans, puis de la Ligue des droits de l'homme. Le président du tribunal administratif a décidé que la nature de l'affaire justifiait qu'elle soit jugée et le juge des référés a retenu notamment, comme l'indiquaient les organisateurs, que la marche qui a lieu chaque année depuis 2020 ne s'était jamais accompagnée de violence ou de diffusion de messages incitant à la haine, à la discrimination, y compris lorsque des collectifs de soutien à la Palestine y avaient participé. Le juge des référés a également relevé que si le préfet craignait des heurts avec les collectifs Nous Vivrons et Némésis, il n'avait pas été présent par le passé à la marche organisée le 7 mars et qu'ils ont cette année déclaré leur présence au cortège qui se déroule cet après-midi, donc le 8 mars. Enfin, le juge des référés a estimé que le préfet de police ne justifiait pas de l'insuffisance des moyens matériels et humains dont il dispose pour assurer le respect de l'ordre public. Alors, afin qu'on soit clair, que nos téléspectateurs comprennent bien comment tout cela fonctionne, comment fonctionne ce fameux tribunal administratif? Eh bien Thierry, si vous souhaitez contester une décision prise par une administration au niveau local, comme une collectivité territoriale, une préfecture, un établissement public local, vous pouvez saisir de vous-même le tribunal administratif
administratif. À Paris, la juridiction est composée de 19 chambres et d'une cellule des urgences dans lesquelles travaillent 91 magistrats et 70 agents de greffe. Par exemple, l'affaire de cette manifestation a été jugée par une formation composée de 3 juges des référés. Enfin, à noter que les magistrats administratifs sont des juges professionnels. Ils ne dépendent pas du ministère de la Justice. Leur carrière et les procédures disciplinaires relèvent du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives. Merci, c'est beaucoup plus clair. J'espère. Hanan, on voit bien l'ambiguïté de la chose. On a Laurent Nunez qui hier matin dit chez Pascal Praud, il y a danger pour toutes les raisons que vient d'évoquer Célia Barotte. Et puis d'un seul coup, juste avant la manifestation, elle se déroule, malgré les risques. Et on voit bien qu'il n'y avait pas que la cause des femmes derrière cette manifestation. C'est ça le pire. Ah non, mais c'est sûr, quand on voit déjà, moi je fais un groupe sur le féminisme radical, je sais pas ce que c'est. C'est où on est féministe et de manière universelle, le féminisme est universel. Je veux dire, les femmes, quand on est féministe, on défend toutes les femmes, quelles que soient leurs origines, leur orientation, leur religion, peu importe. Là, on a quand même un groupuscule donc, qui s'attache avec des petits groupuscules qui sont quand même considérés dans certains pays comme terroristes, donc qui sont classés, qui sont fichés. Bon, là, on voit quand même que le préfet de police avait raison de vouloir l'interdire quand on voit ce qui a été scandé. On appelle à l'intifada. On appelle à l'intifada, on est où, là ? On appelle à l'intifada. Enfin, c'est inadmissible. Moi, je tiens à rappeler aussi que je pense qu'il va falloir identifier ces personnes-là qui ont crié dans les rues de Paris à l'intifada et qui appellent, parce que c'est de l'incitation à la haine. Il ne se passe rien, surtout, là. Oui, non, mais c'est quand même de l'incitation à la haine. En sachant qu'il y a quelques mois de ça, on a eu le cas de Imzalem qui a été dans les mêmes termes et qui a été condamné pour les mêmes faits. Donc, et puis on attaque aussi les policiers, parce qu'on parle de policiers assassins, de policiers, on s'attaque aussi à l'institution policière. Donc c'est inadmissible. Tout ça, honnêtement, je veux dire, quand on voit ça, c'est juste inadmissible et affligeant. Et puis les journalistes qui ont été bien évidemment, en difficulté d'exercer leur métier. Donc là, il y a même en plus une liberté d'exercer qui est quand même assez terrible. J'ai envie de vous entendre là-dessus, Fahimé Robiol. Quel regard portez-vous sur cette manifestation interdite avec tout ce dont on vient de parler ? Alors, ceci me mène à la réflexion, pourquoi on ne fait pas des manifestations pour les femmes ouïghours ? Pourquoi on ne fait pas des manifestations pour les femmes qui sont violées, les bébés qui sont violés en RDC ? Pourquoi on ne fait pas tout ça ? Et puis, j'observe que quand il y a des manifestations côté Gaza ou Palestine de façon globale, on ne voit pas de femmes. Donc, on est en train de défendre qui ? Quand on a le nouveau régime, la Syrie, il n'y a que des hommes. Donc, vous voyez, de déguiser que c'est un mouvement pour les femmes, je n'y crois absolument pas. Et j'observe qu'en Iran, depuis 2009, les gens, quand il y a une manif, disent dans les rues, ni Gaza, ni Liban, je donne ma vie pour l'Iran. Donc, vous voyez, on a vraiment un îlot qui est profondément laïque et qui comprend mieux que tout le monde ces enjeux stratégiques qui se trouvent dans cette région. Karima. Moi, quand je vois des manifestations comme ça, ce ne sont pas des manifestations pour le droit des femmes, ce sont des manifestations sur le dos des femmes. Sur le dos des femmes. Sur le dos des femmes, c'est une instrumentalisation totale du mot féminisme, des luttes justes, c'est-à-dire pour l'égalité homme-femme, l'égalité des droits, l'émancipation féminine. C'est ce qu'on appelle, c'est vraiment une spoliation de ça, de cette essence, de cet universalisme, justement, de ce féminisme qui veut, qui prend à cette émancipation. Ce ne sont donc pas des manifestations pour les femmes, ce sont des manifestations, c'est la manifestation de l'extrême gauche radicale et même haineuse. C'est ce à quoi on a assisté. Et malheureusement, ça se fait, comme je dis, sur le dos des femmes. Donc, c'est pas les femmes qui sont protégées là-dedans. Et au contraire, je trouve qu'on est dans cette idéologie de déconstruction totale où on invisibilise les femmes et on voit des choses comme on a vu hier. Finalement, on parle de quoi? Ça devient des manifestations anti-Israël, des manifestations où on parle même pas des femmes, en fait. Et ce ne sont pas toutes les femmes là-dedans non plus qui sont admises, acceptées. Il ne devrait même pas y avoir de débat. C'est la cause des femmes.
Oui, il ne devrait même pas y avoir de débat. Alors je voulais qu'on vienne... C'est une gifle, en fait, et c'est une insulte pour justement toutes ces femmes qui souffrent. Et en plus, c'est un appel à incitation finalement à la haine, à la révolte, à la violence. Quand vous en appelez dans les rues de Paris à l'intifada, soulèvement, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez mettre les rues à feu et à sang? Alors, il y a des manifestations aux 4 coins de France, notamment une à Paris, qui se déroule en ce moment même. On aura peut-être des images dans le courant de l'après-midi. Et justement, il y a Sarah Legrain, vous savez, qui est députée LFI, qui a communiqué par une petite vidéo. Je ne vais pas vous repasser la vidéo de Sarah Legrain, mais en gros, qu'est-ce qu'elle dit? Elle ne veut pas la présence du groupe Némésis et entre autres non plus la présence de Sarah Gnafo. Ça lui pose problème, voilà. Alors que ça devrait être un combat, voilà, il ne devrait même pas y avoir de débat, mais voilà, elle choisit. Alors je vous propose de découvrir une communication de Bruno Retailleau qui a réagi sur X, que dit le ministre de l'Intérieur. Les organisations féministes qui appellent à empêcher des associations de manifester pour la journée internationale des droits des femmes au motif qu'elles portent des idées politiques qui ne leur conviennent pas ou qu'elles sont composées de femmes juives font preuve du pire. Ben oui, il a raison Bruno Retailleau. Il ne devrait même pas y avoir ce type de débat. Alors qu'on est au cœur et nous sommes en 2025. Voilà où on en est aujourd'hui en France. On divise, comme encore une fois de plus. Alors qu'il doit y avoir unité. Alors que le droit des femmes, c'est quelque chose qui, au contraire, doit plutôt nous réunir. Parce que, je veux dire, quand on parle des femmes afghanes, quand on parle des femmes iraniennes, je veux dire, c'est quelque chose que ça doit transcender les clivages, quels qu'ils soient. Mais là, en fait, on est en train de détourner. On est affaire à des gens qui sont d'une radicalité la plus totale. Qui ne peuvent on peut même pas débattre avec eux et on ne peut même pas. Donc, en fait, c'est eux qui choisissent qui sont le bon féministe et les mauvais féministes, c'est ça. Toi, t'es là, toi, t'es pas là. Exactement. Tu dois pas en faire partie. Exactement. Mais c'est terrible. Karima. Oui, non, mais j'allais dire, vous savez, les courants féministes, ils peuvent être variés, il peut y avoir des différences et tout ça, mais là, c'est un stade, et c'est pour ça que je parle, pour moi, ce ne sont pas des mouvements féministes, parce que c'est l'exclusion. C'est même, il y a des femmes qui prennent la parole dans l'espace public, des femmes politiques. On peut être d'accord ou non, mais le fait justement qu'on soit en démocratie, qu'on soit dans un pays libre où les femmes peuvent s'accomplir, s'émanciper et aller choisir justement leurs opinions politiques, leurs choix politiques, eh bien, on leur reproche, on veut même les tasser complètement, les balayer de l'espace public. Et ça, on oserait appeler ça du féminisme. Aujourd'hui, on voudrait enlever la parole des femmes dans l'espace public parce que ça ne correspond pas à une idée, si vous voulez, d'un féminisme radical de gauche, parce que c'est ça la réalité, qui est dans la déconstruction, ou même l'idée de femme, et le mot femme va même souvent être balayé. Aujourd'hui, ça va même être une guerre des mots. On va parler de personnes avec des utérus. On va même pas mettre le mot femme. On va enlever le mot mère pour des personnes enceintes. Donc, il y a ce mot-là aussi. Donc, on est dans une reconstruction, destruction, recomposition du langage, et on ne veut pas donner dans l'espace public la place à des femmes qui dérangent. Et au contraire, je pense que c'est ça le symbole même de la liberté, de l'émancipation, c'est de voir des femmes de différents courants. On peut partager leurs idées, ne pas partager leurs idées, mais d'exclure les gens, comme par exemple, on parle du collectif Némésis. Elle s'occupe de victimes, des femmes qui sont victimes de viols, d'agressions sexuelles. Et on veut pas d'elle. On ne veut pas d'elle parce qu'elle pointe en fait des problèmes qu'on a dans la société, notamment de ces victimes qui subissent des viols, par exemple, de personnes qui sont sous OQTF. Elles ont souligné le fait que c'est un enjeu, il faut faire quelque chose pour protéger les femmes, mais on leur demande de se taire parce que, ah non, là, ça serait soudainement de l'intolérance. Donc, est-ce qu'on protège encore les femmes aujourd'hui avec ce type de courant-là? Moi, j'oserais jamais appeler ça du féminisme aujourd'hui. Fahimeh, quel est votre regard sur ce qui se passe en France? Et ensuite, on aura un premier coup de projecteur avec vous, on passera un peu plus de temps, justement. Quel est votre regard? Je me permets d'aller un tout petit peu plus haut qu'au niveau de la France, au niveau international. La situation des femmes, depuis 25 ans, n'a fait que dégrader au niveau mondial. Et ce qu'on observe, et ça nous emmène vers les décisions prises par l'ONU, les différentes instances, à cause du fait qu'aujourd'hui, sur 8 milliards de monde sur la Terre, vous avez 6 milliards qui sont dans les pays non démocratiques. Et que ces pays non démocratiques emmènent des messages où la femme, pratiquement, n'a pas sa place, y compris dans l'économie. Donc, si on ne préserve pas
notre laïcité, notre démocratie, si on n'est pas un peu plus dur, je dirais même violent par rapport à la protection de notre démocratie, c'est ce genre de choses qu'on voit. Et en plus, à mon avis, un humble avis, on a un problème au niveau éducation. Quand dans une meilleure université, que la fille fait mettre la couleur rouge sur ses mains, et quand on lui dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'elle dit, from the river to the sea, et quand tu dis, tu sais, qu'est-ce que tu dis? Mais moi, je suis née à 2004, je n'étais pas au courant. Donc, vous voyez, quand on a ces genres de réflexion, on a un très gros problème également d'éducation. On va marquer une pause, si ça vous dérange pas, ma chère Karima. Vous voyez, parce que ça me touche. Ça vous touche et on a notre premier coup de projecteur, vous savez, on sera donc avec Fahimie Robiol et vous pourrez évidemment intervenir puisque Fahimie, c'est important et merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation pour cette journée ô combien importante. Et vous avez notamment publié un livre, Femme, Vie, Liberté. Parlons-en. Et parlons-en. Et ben, ça tombe bien, on va en parler. Merci. Et cet après-midi, 180 minutes info week-end, je tenais à ce que les femmes et la parole. Merci. C'est important. Merci. 14h30, merci de nous accueillir. C'est la poursuite de votre 180 minutes info week-end avec un premier coup de projecteur. Je vous le disais, c'est important. C'est la journée internationale des droits des femmes. Toujours à mes côtés, Karima Brick, Hanan Bakioui et Fahimie Robiol. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes enseignante à l'ESSEC et vice-présidente du Club France-Afghanistan et que vous avez donc écrit un livre, Femmes, Vie, Liberté notamment. Entre autres. Avant de vous interroger et de vous faire réagir, des dizaines de manifestations, je le disais, sont prévues aux 4 coins de France ce samedi à l'occasion de cette journée de la situation des femmes dans le monde qui alerte toujours, hélas, avec un grand H majuscule. On voit cela avec Yael Benamou et on poursuit cet entretien. En 2024, près d'un quart des gouvernements du monde déclarent observer un recul des droits des femmes. Cette régression entraîne une augmentation des discriminations alors que les budgets alloués pour protéger et soutenir les femmes diminuent. Les crises mondiales récentes comme le Covid-19, le dérèglement climatique ou bien la flambée des prix des produits alimentaires accentuent le recul des droits des femmes. Les mots de la philosophe Simone de Beauvoir résonnent aujourd'hui dans l'actualité. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis, vous devrez rester vigilante votre vie durant. Les exemples sont nombreux dans le monde. Le plus emblématique, la situation des Afghanes. Elles n'ont plus le droit d'étudier au-delà de l'école primaire, de chanter ou même de parler en public. Désormais, les femmes afghanes ne pourront même plus se retrouver dans une pièce comportant des fenêtres donnant sur l'extérieur. En 30 ans, il y a aussi eu des progrès, mais ils restent insuffisants. Depuis 1995, même si la représentation féminine dans les parlements a plus que doublé, les 3/4 des parlementaires sont des hommes. 2 milliards de femmes et de jeunes filles ne bénéficient toujours d'aucune couverture sociale. Au niveau économique, les écarts en matière d'emploi stagnent depuis des décennies. 92% des hommes environ contre 63% des femmes entre 25 et 54 ans exercent un travail rémunéré. Alors, Fahimie, vous avez enseigné en Afghanistan et en Iran de 2009 à 2019, c'est bien cela. Et vous avez consacré votre vie à sauver de nombreuses femmes là-bas. Quel est votre regard? Quel regard portez-vous sur toutes ces années de combat? Quand on dit toute une vie de combat, je dirais que cette vie a commencé par ma propre vie. Parce que quand je suis née, j'avais un papa qui était extrêmement fâché que ma maman a mis au monde une fille. Donc cette combat a commencé, continué par la possibilité que je voulais impérativement faire des études scientifiques, d'aller à l'université pour faire physique nucléaire, devenir ingénieur nucléaire, marier un Français de religion catholique. Donc vous voyez cette émancipation, je l'ai vécue et je voulais l'emmener impérativement en Afghanistan en 2009 pour renforcer la capacité des femmes leaders afghanes, les députés, les sénatrices, enseigner à l'université de Kaboul. Aujourd'hui, ce que je constate, comme vient d'être dit, la femme afghane est devenue invisible. Elle est invisible. Et ça, c'est très bien de faire des... on est très embêté, on est choqué, mais c'est pas suffisant. Ça fait à la fin de 2024, il y a plus que 1200 jours que les petites filles, après 8 ans, ne sont pas allées à l'école. Plus que 800 jours
qu'ils ne sont pas allés à l'université. Et on vient de parler qu'on a muré les fenêtres. Mais le pire, c'est que dans la version 1 des talibans, les femmes pouvaient devenir les infirmières et les sages-femmes. Et là, il vient de les interdire. Donc on dit, on tombe sur la tête. Parce que leurs femmes à eux, on en a plusieurs, comment elles vont accoucher? Donc il y a une déconstruction également partout dans le système santé de ces pauvres femmes-là qui n'ont pas de possibilité de dire non et qui sont une machine à faire des femmes. Quel regard, ce qui m'intéresse pour qu'on revienne à la situation en France, vous évoquez l'Afghanistan ou l'Iran, où la situation de la femme, le statut de la femme est très délicat, c'est le moins qu'on puisse dire, et quand on voit le combat que mènent certaines femmes ici en France et ce manque, je le disais tout à l'heure, d'unité. J'aurais tendance à dire que certaines femmes devraient voir ce qui se passe dans les pays que vous avez connus. Quel regard portez-vous sur ce climat ambiant en France? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces femmes? Alors, il y a deux choses. Si vous permettez, je dis un mot sur l'Iran. Les femmes iraniennes, depuis 45 ans, c'est-à-dire 2 mois après l'arrivée de Khomeini, un 8 mars, ils ont compris la porcherie et ils ont allé dans les rues pour dire on ne veut pas de voile. Et c'était même pas de voile, c'était de tchador. Et depuis 45 ans, elles se battent. Et là, ce qui s'est passé en Iran, la révolution femme, vie, liberté, c'est une explosion de toute cette frustration. Donc quand je regarde ça, moi, j'aurais jamais ce courage qu'elles ont, la jeunesse iranienne, de faire ce qu'elles font dans les rues de Téhéran, avec les mains libres, les mains vides. Et quand on regarde ce qui se passe en France et ailleurs, quand on me dit que le voile, c'est ce que je choisis, moi, je crois à moitié. Parce qu'aujourd'hui, j'ai sauvé quelques femmes afghanes. Il y a la jeunesse afghane qui sont ici, qui ne veulent pas porter le voile. Mais quand elles sortent de chez elles, parce qu'elles sont dans des quartiers un peu particuliers, il y a des jeunes afghans ou ailleurs qui les photographient sans foulard et le mettent sur les réseaux pour que ces femmes-là soient obligées de porter le foulard. Donc il faut vraiment qu'on regarde un autre regard sur la société et ne pas écouter celles qui disent c'est le choix de la femme, parce que j'y crois à moitié. Merci en tous les cas d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir et ça me paraissait tellement important que vous soyez à nos côtés en cette journée si importante, Famille Robiol. Merci beaucoup. Merci à vous.